Nous avons maintenant la chance, vraiment le privilège même, d'accueillir Sophie Adenau et Thomas Pesquet. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup Bonjour. de nous rejoindre sur BFM TV pour évoquer cette aventure spatiale qui connaît de nouveaux développements, puisque hier, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a désigné 5 nouveaux astronautes. Vous faites partie de ces 5 heureux élus. Bravo d'abord pour commencer. Vous êtes la 2e Française seulement après Claudie Agnuret à obtenir cette distinction en quelque sorte. Vous étiez préparée d'ailleurs à cela. Vous saviez que ça allait arriver probablement, ou c'est une énorme surprise? Alors, je m'y étais préparée, oui, bien entendu. Maintenant, on n'est jamais tellement confiant quand on sait qu'il y a 22 500 candidats qui C'est ça. postulent. Mais oui, bien sûr, c'est un travail de préparation très long. Et chaque étape apporte son lot de suspense avant d'avoir la réponse finale. Thomas Pesquet, vous vous souvenez d'ailleurs du jour où vous avez été Ah oui, j'en souviens choisi? très bien. C'était le jour le plus effrayant de ma carrière. Pourquoi ça? Non, mais parce qu'on se retrouve, en fait, chacun, on vient de nos milieux, de nos origines différentes. On se retrouve tout d'un coup propulsé comme ça devant les caméras avec des interviews, ce qui est en train d'arriver à Sophie. Ça peut être un peu intimidant, surtout quand on vient pas du tout de ce milieu-là. Des gens qui sont très scientifiques, très techniques, c'est pas forcément leur cœur de métier. Mais voilà, on s'adapte. On a choisi des gens qui s'adaptent à toutes les situations, et ben ça en fait partie. Euh, on va raconter un peu votre parcours, expliquer qui vous êtes. Le grand public vous découvre. Vous avez 40 ans. Vous êtes bourguignonne? Tout à fait, oui, Vous êtes maman d'un petit garçon. exactement. Vous êtes pilote d'essai d'hélicoptère. Ça veut dire quoi d'ailleurs, pilote d'essai d'hélicoptère? Alors, les pilotes d'essai sont des pilotes qui, au sein d'un équipage d'essai, vont tester les nouvelles technologies qui vont être installées à bord des avions ou des hélicoptères pour s'assurer qu'ils sont à la fois performants et à la fois dans toutes les conditions de sécurité pour les futurs utilisateurs, les équipages qui vont s'en servir par la suite. Est-il exact qu'il y avait dans votre chambre d'enfant ou d'adolescente des photos de fusées? Oui, je dis souvent, c'est ma famille qui le dit en s'amusant, qui disait qu'il y avait un seul poster dans ma chambre de petite fille, c'était un poster de fusée. Oui. Ce qui veut dire que vous aviez, alors peut-être pas l'envie d'être astronaute si jeune, mais en tout cas l'envie de ces conquêtes-là. Ouais, l'exploration spatiale m'a fait rêver dès le plus jeune âge. Après, le formuler, non, c'est venu progressivement. Je pense que le déclic déjà pour partir dans un parcours scientifique, ça a été la lecture de la biographie de Marie Curie. Oui. Quand j'avais 10-12 ans, ça m'a beaucoup inspirée. Et puis après, le deuxième gros déclic, et là, j'allais dire, c'était le coup de départ, c'était le décollage de Claudie Agnuret. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, OK, maintenant, à partir de maintenant, je fais tout ce qu'il faut pour en arriver là. Parce que Thomas, vous participez à la sélection. Oui. Donc, Ouais. est-ce que l'aspect, j'allais dire psychologique, faut plutôt émotionnel même, joue dans la sélection? Est-ce que Ouais, non seulement il joue, mais j'ai envie de dire c'est un peu le cœur de la sélection. Ouais. Alors évidemment, il y a un côté physique, santé, Bien etc. sûr. Il y a un CV impressionnant pour Sophie et beaucoup d'autres candidats, mais vraiment là où on les attendait au tournant, c'était vraiment un peu sur l'aspect psychologique, être des joueurs d'équipe, savoir gérer ses émotions, pouvoir être un leader, pouvoir être un follower, comme on dit, un suiveur le jour d'après, parce que c'est ça qui les attend, hein, être intégrés dans des équipes différentes, multiculturelles. Il va falloir s'adapter à toutes ces situations-là et puis être enfermé 200 jours dans la station spatiale. Il faut pouvoir le supporter, ce confinement un peu spécial. D'ailleurs, tout de suite, disons-le, c'est pas tout de suite. Non. Le prochain, l'éventuel vol spatial pour vous. Non, On parle de 2026. À minima, ça, À c'est minima. un grand minimum. Disons que c'est le grand minimum qui permet juste de faire un entraînement avant, puisque là, la première des étapes, c'est de retourner à l'école, pour moi. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire, on commence par un an de ce qui s'appelle basic training, entraînement de base, où on apprend tous les systèmes spatiaux, on apprend toutes les matières de mécanique spatiale, de tous les éléments qui nous permettront de comprendre comment opérer les systèmes de base de la Station spatiale internationale, de s'y repérer. Et puis après, seulement quand une mission est prévue pour un astronaute désigné, là, on va passer sur le Mission Specific Training. Et ça dure 2 ans en général. Donc,
en commençant l'école en C'est ça. 2023, ça fait un minimum 2026. Mais c'est s'il y a une mission qui est déclenchée pour un Français. Ouais, vous confirmez, le processus est long, mais c'est normal. Je confirme, c'est normal. Moi, 2009, ma mission, c'était en 2016. Hein, donc, C'est ça. 7 ans d'entraînement, beaucoup de boulot, beaucoup de patience aussi, c'est important. Mais voilà, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on pense qu'avec ce qui s'est passé hier dans la réunion ministérielle de l'Agence spatiale européenne, on a un programme ambitieux pour les années à venir. L'Europe affirme un peu son leadership. Le budget est en très nette hausse. 17%, ouais, c'est une hausse un peu record. Et pour ce qui est de l'exploration, donc qu'elle soit robotique ou humaine, hein, c'est presque 35% d'augmentation. Donc c'est des sujets capitaux, c'est des sujets stratégiques pour l'Europe. Et l'Europe affirme un peu sa position de leader dans ce domaine aux côtés des États-Unis et de la Chine, qui sont les deux autres grandes puissances spatiales. Quasiment 17 milliards d'euros pour les 3 prochaines années, en hausse de 17%, vous le disiez, par rapport aux 14,5 milliards qui avaient été accordés lors de la conférence ministérielle de 2019. Je précise pour compléter votre parcours, hein, votre portrait. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Comme Thomas d'ailleurs. Bon, comme vous aviez un peu de temps, vous avez fait aussi un MIT à Boston, comme ça, voilà, dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Vous êtes prof de yoga ? Oui, aussi, oui. Aussi, voilà, pour votre temps, pour votre temps libre, et adepte des sports de plein air. Comment votre famille, vos proches ont-ils réagi hier? Ils sont ravis pour moi. C'est vrai qu'ils me voient travailler à ce projet depuis de très longues années. Et on est d'une famille très unie. Et c'est tout simplement, quand il y en a un qui est heureux, les autres sont heureux. Et forcément, là, ils étaient heureux pour moi, oui. Ils auraient été heureux quoi qu'il arrive dans la suite de la sélection, parce que c'est quelque chose, et on s'y était préparé, hein, à ce que ça n'aille pas au bout. Parce qu'il faut aussi continuer si jamais ça marche pas, bien entendu. Donc on s'était préparé à toutes les éventualités, et depuis plus d'1 an et demi, on se dit quel que soit le moment où ça s'arrêtera, c'est pas grave, on est heureux quand même. Bon, le fait que ce soit une Française qui soit honorée, en quelque sorte, ça c'est une satisfaction pour vous aussi, oui, moi Thomas ? ça fait une dizaine d'années que je suis un peu le seul astronaute français en activité, on va dire. Après, il y a des glorieux anciens nombreux. Mais ces dernières années, c'était que moi. Je suis très content d'avoir Sophie. Ça répare un peu cette anomalie. La France, grand pays du spatial européen, mondial, donc avoir une seule personne qui la représente pour les vols habités, c'était un peu une erreur, moi je trouve. On répare ça aujourd'hui. Voilà, encore une fois, tous les deux, on va essayer de faire face à tout ce qui nous attend dans le futur. Et le futur est extrêmement prometteur, je trouve. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on a des missions ambitieuses. Hein. La station spatiale continue, au moins jusqu'à 2030. Ensuite, on verra bien. La suite qu'on va y donner, elle peut être enthousiasmante. Il peut y avoir d'autres stations en orbite basse, moyens d'accès peut-être depuis la Guyane française, depuis Kourou. C'est des choses auxquelles on réfléchit pour les astronautes européens. Et puis, en même temps, les missions vers la Lune qui ont commencé, hein, avec ce premier domino qui est tombé, avec un très gros domino, la fusée SLS, 98 mètres de haut. Vous avez le sigle Artemis sur exactement, ces missions Artemis. Polo. C'est pas un hasard, hein. On va être impliqué évidemment au nom de l'Agence spatiale européenne dans les années qui viennent. La NASA a fait savoir d'ailleurs il y a quelques jours, ça ne vous a pas échappé, que d'ici à 10 ans, des astronautes pourraient vivre sur la Lune. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que du bien. Non, mais je pense que c'est raisonnable, autant de dire. Non, mais 10 ans, ça paraît tellement proche pour le coup, là. L'idée de pouvoir s'installer sur la Lune. Mais regardez, le programme, il est le suivant. Dans 2 ans, premier vol habité, donc avec des astronautes. Ensuite, au rythme d'un vol par an vers la Lune, on va commencer assez rapidement, en fait. Hein. D'ici à 2030, on aura une petite station, pas la Station spatiale internationale qui est immense, mais autour de la Lune, on va commencer à descendre sur la surface pour s'y installer, pour utiliser les ressources in situ, comme on dit, et puis créer une base. Alors, une base comme les bases scientifiques en Antarctique. Hein, ça ne va pas être un club de vacances, ça, c'est certain. C'est des milieux très extrêmes, mais une présence permanente sur la Lune, ou du moins durable, c'est vraiment ça qu'on vise à assez court terme, au final. C'est un rêve pour vous d'aller sur la Lune ? Alors, bien entendu, c'est un rêve aussi, mais on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, il faut quand même apprendre tout ce dont on doit apprendre, faire ses preuves en orbite basse aussi, pour commencer à jauger comment se passent les opérations spatiales. Donc, mais bien entendu, à long terme, ce sera un rêve. Mais encore une fois, il ne faut pas brûler les étapes. Comment vous imaginez d'ailleurs ce vol ? Imaginez que vous avez dû 1000 fois vous faire
ce film dans votre tête? Qu'est-ce que vous imaginez comme sensation et comme, au-delà de l'exploration, bien sûr, et de l'aventure extraordinaire scientifique que cela représente, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous pensez à cela? C'est difficile en fait de se projeter sur quelque chose d'assez extraordinaire comme ça. Je pense que les choses se vivent au fur et à mesure. Et moi, je suis plutôt concentrée sur ce qui va se passer en termes de coopération internationale, de vivre avec des scientifiques de haut niveau, de faire des expériences et de participer au développement des technologies avec les partenaires de l'Agence spatiale européenne. Donc, en termes de sensation de décollage dans une fusée, oui, non, ça, je suis pas encore à cette étape-là. Alors, pour vous donner une petite idée, il y a le livre de Thomas Pesquet qui peut vous permettre déjà de vous familiariser avec ce que vous pourriez voir depuis l'espace. Regardez cet objet magnifique. C'est Flammarion qui vous a permis aussi de publier ces photos extraordinaires. La Terre entre nos mains, Thomas Pesquet. On va voir quelques photos si vous le voulez bien. Bien sûr. On peut les commenter ensemble. Bien sûr. Ça, c'est la frontière entre l'Inde et le Pakistan, ce petit ruban lumineux. On dit toujours que les frontières sont invisibles depuis l'espace. C'est vrai, 99% du temps, il y en a quand même quelques-unes. Il y a celle-là, il y a celle de la Corée du Sud, Corée du Nord aussi, qui se voit assez nettement avec derrière un petit lever de soleil. Le lever de soleil, c'est nous qui passons du côté éclairé de la Terre. C'est ça qui est assez drôle. Alors, on a d'autres clichés à vous montrer qui sont dans ce livre. Voilà, ça c'est Salvador de Bahia. J'ai eu la chance d'y aller. Vous reconnaissez ça direct, vous? Ouais. Mais non, mais ce qui est bien, ce que Sophie va découvrir, c'est qu'on apprend la planète un peu par cœur. Alors, pas toutes les villes du monde, mais ça, c'est Salvador. Je me rappelle, j'y suis allé en bateau. J'ai fait le retour de la Transat Jacques Vabre avec un IMOCA, un bateau de course pour Initiative Cœur, une association. Ça, c'est encore une frontière. C'est, je crois, au Mexique. Et c'est entre le Mexique d'un côté, le Texas de l'autre. Il y en a quelques-unes des comme ça qui sont centrées sur... il y a un chapitre qui s'appelle Frontières, en fait. On a voulu montrer justement un petit peu les frontières qui se voient. Ça, c'est des dunes dans le Sahara. Le Sahara, c'est magnifique depuis l'espace. C'est les déserts, c'est dingue. J'ai vu ça, en effet. Là. Il y a tout un chapitre consacré au désert. Voilà. C'est fou. Les couleurs, les formes, c'est incroyable. On a l'impression que c'est monotone, mais pas du tout. Ça change. Et puis, c'est immense, en fait. Le Sahara, on le traverse en quelques minutes en station spatiale, ce qui est le cas en général des océans ou des mers. Un delta, celui-là, je sais plus exactement où c'est, donc je me contredis moi-même. On ne connaît pas la planète par cœur, mais c'est de la mangrove avec les reflets du soleil un peu rasant que je trouvais très joli. C'est sublime, en fait. Alors, ça, pour le coup, on reconnaît. Ouais, ça, on reconnaît. C'est la vue depuis le laboratoire japonais, celle-là qui fait très science-fiction, avec une petite aurore boréale sur le bas, dans les verts, et puis aussi pour d'autres fréquences un peu plus élevées au-dessus, dans les oranges. Et ici, ça, c'est en Ukraine. Je crois que c'est le fleuve Dniepr, si je prononce ça correctement. C'est au cœur de l'actualité en ce moment. Voilà, c'est pas des vagues, c'est du sable. En fait, il a un fond sablonneux qui, ce jour-là, avait une teinte un peu jaune, un peu verte. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres photos à vous montrer? Encore une? Et encore une aurore boréale. Ça, c'était pendant ma première mission. J'en ai vu presque aucune. Et pendant la deuxième, je ne sais pas pourquoi, mais on en a vu une petite cinquantaine. Donc, on a essayé de les immortaliser. C'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais on en a eu quelques-unes. Les Bahamas, encore une fois, les formes géométriques, un peu oniriques du sable sous l'eau. Et ça, c'est la Polynésie française, je crois, avec un petit aéroport en haut qu'on voit dépasser sur... On repère les aéroports, ça c'est un truc de pilote, tu verras, Sophie. C'est un truc qu'on repère très bien de l'espace. La piste. Alors, il faut préciser que non seulement c'est un objet magnifique, qu'il permet de voir aussi, ça, malheureusement, les bouleversements climatiques. C'est ce que vous pointez aussi dans cet ouvrage et dans les photos que vous avez prendre. Mais surtout, je voulais le dire, les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés au Restos du Cœur. C'est important pour vous aussi de vous impliquer. C'est important. C'est important, malheureusement, avec la situation actuelle, avec la crise de l'énergie, l'inflation, mais il y a beaucoup de besoins de solidarité à l'approche de l'hiver. Je note que, Thomas, vous êtes, et c'est vraiment
comment dire, un compliment, en quelque sorte, que vous êtes très impliqué aussi depuis que vous apparaissez, depuis qu'on vous voit dans, voilà, j'allais dire la vie citoyenne, la vie publique, pour faire passer des messages. Ça fait partie aussi de, je dis ça en direction de Sophie Adno, de ce que vous attendez aussi des astronautes aujourd'hui, c'est d'être un peu plus qu'un grand scientifique ou qu'une grande scientifique, d'être un peu des ambassadeurs. Oui, il y a cet aspect qui s'est développé de plus en plus, en fait. C'est vrai qu'on a d'abord un rôle, et ça faut le rappeler quand même, qui est très scientifique, très technique. Ça nous occupait 12 heures par jour. Dans le temps qu'il reste, on a vu que Sophie avait su trouver du temps jusqu'ici. C'est bien, il va falloir que ça continue. Parce que on peut se servir, mais ça, il y a un côté un peu personnel de cette plateforme pour faire passer des messages. Alors évidemment, dans le cadre de ce qu'on peut faire à l'Agence spatiale européenne, mais qui sont importants. Moi, je trouvais que c'était important de parler d'environnement. Évidemment, les agences spatiales sont au premier rang de la défense de l'environnement, mais moi, personnellement, ça compte pour moi. J'essaie d'en parler un peu plus que ce qu'on me demande de faire, parce qu'on ne me demande pas de le faire, c'est vraiment mon choix. Ça fait partie du job aussi. Vous vous attendez à ce qu'on vous sollicite. Pleinement, Ouais. bien sûr, oui. On est des ambassadeurs justement de tout ce que la science et la technologie peut apporter pour aider à résoudre ces problèmes climatiques auxquels on fait face. Aussi, ça fait partie du rôle d'ambassadeur de voir comment le secteur spatial peut aider à apporter des technologies innovantes qui vont servir pour le bien de tous. J'aime à le rappeler souvent, un astronaute sur la station spatiale, il utilise 5 litres d'eau par jour parce que tout le reste est recyclé. Sur Terre, un habitant moyen utilise 100 litres d'eau par jour. Donc, en fait, ils ont été développés des technologies de recyclage dans le spatial. Ça a été mis au point, développé, implémenté ensuite. Et elles sont ensuite autant que possible réutilisées sur Terre, le temps que ça se démocratise. Et donc, le spatial et l'Agence spatiale européenne est pleinement impliquée dans cette résolution des problèmes climatiques. Et d'ailleurs, il faut noter dans l'annonce hier de ces nouveaux astronautes, c'est un événement, John McFall, 41 ans, britannique, est le premier parastronaute, pourrait-on dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit avec une prothèse depuis un accident de moto qu'il a eu, je crois. Tout à fait. Et il avait perdu une jambe. Donc là, c'est aussi quoi. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment une personne handicapée peut vivre dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'est d'essayer de. Alors évidemment, on parle d'être ambassadeur, mais voilà, si on est ambassadeur, il faut essayer d'être plus représentatif possible. Et nous, on a décidé à l'Agence spatiale européenne, c'est un peu une première mondiale, d'étudier ce que ça demanderait. Est-ce qu'on pourrait modifier nos systèmes? On pense que oui. Qu'est-ce que ça demanderait? Quel genre de modification? Jusqu'où on peut aller pour envoyer des gens avec un handicap dans l'espace. Donc ça s'étudie. Évidemment, ça dépend du handicap, ça dépend de beaucoup de choses, mais on a choisi de faire le premier pas sur cette route-là. Et puis on espère que ça va nous mener très très loin. Un mot là-dessus? Oui, tout à fait. Moi, j'aime souvent dire aussi que parfois, en rajoutant des contraintes à un problème donné, on est un peu forcé d'aller dans l'exploration de nouvelles solutions et innover justement des systèmes qui vont finalement nous apporter plein de bonnes choses, mais qu'on ne connaît pas à l'avance. C'est le principe de l'exploration. Et le fait justement d'avoir une personne en situation de handicap avec une prothèse à la jambe, je suis sûre, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en fait, mais on va découvrir, je suis sûre, plein de choses magnifiques qui seront sans doute réutilisées par effet de bord en fait sur Terre pour plein de bonnes choses. Mais on ne sait pas encore, c'est le principe de l'exploration. Sophie Adno, votre nouvelle vie commence. Vous êtes d'ailleurs à la une de certains journaux ce matin. Donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure, la suite, c'est l'entraînement qui va commencer et qui va être long. On le sait parce que voilà, c'est une préparation très difficile pour ensuite partir dans l'espace. Gérer l'attente, parce que là aussi, ça peut être très long avant de partir. Ça Je m'amuse à dire que ça fait 30 ans que j'attends ça. Je peux bien attendre quelques années de plus. Vous pouvez attendre quelques années de plus. Et vous serez donc ensuite la deuxième femme française dans l'espace après Claudie Aigneret. Et pour vous, Thomas, quelle est la suite? Pour moi, la suite, c'est de commencer dès l'année prochaine à travailler sur ces missions lunaires. Alors, on n'a pas encore de date pour des Européens pour aller sur la Lune, mais on sait que d'ici à 2030, on devrait avoir 3 Européens qui vont participer à ces missions Artemis. Évidemment, si tout se passe bien, on prend toujours un peu des pincettes parce que techniquement, c'est difficile. Mais 3 Européens autour de la Lune, peut-être sur la surface de la Lune d'ici à 2030.
2030, c'est ça qui va nous occuper, moi et les gens de ma promotion, les anciens maintenant au sein de l'Agence spatiale européenne. Les expérimentés. Les expérimentés. Cette mission Artemis, bon, c'est vrai que ça fait rêver. Remettre voilà, la Lune au cœur de la conquête spatiale. Vous avez d'ailleurs de nouvelles informations, parce que c'est vrai que bon, on ne suit pas forcément minute par minute le déroulement. On a suivi le décollage, évidemment, le lancement de cette mission. Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Eh bien, on s'est mis en orbite autour de la Lune il y a pas si longtemps que ça. On est passé à, je crois, 98 km de la surface, même un peu moins. Donc vraiment très très bas, en orbite rétrograde autour de la Lune. Et là, on va entamer le retour. L'atterrissage est prévu, je crois, le 11, si je me trompe pas. Oui, la date, je ne la connais pas, mais vous avez sans doute vu aussi une photo de la face cachée de la Lune. Et ça, c'est... Rien que ça, on commence à jauger le fait d'être en environnement lunaire, en orbite autour de la Lune. C'est magique et je pense que ça va inspirer beaucoup, de la même manière que les missions Apollo ont inspiré beaucoup de personnes et aussi à inspirer les gens à partir dans les cursus scientifiques. Le nombre de PhD et de thèses pendant les missions Apollo ont fait un bond exponentiel pendant les missions Apollo. Donc ça va vraiment faire une émulation de toute la population, les jeunes en particulier, pour se diriger vers des métiers scientifiques. Et je pense qu'on est vers... on chemine vers un progrès incroyable. Oui, pas seulement vous l'avez effectivement, pas seulement pour se passionner pour ces missions, mais en effet pour susciter des vocations. Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah oui, évidemment. Moi, ça fait donc 13 ans que je suis à l'Agence spatiale européenne, enfin dans cet emploi d'astronaute, et je commence à voir des plus jeunes qui me disent que voilà, ils ont envie de se lancer dans ces carrières-là parce qu'ils ont suivi une mission, et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Moi personnellement, mais surtout au fait d'envoyer des gens, des femmes et des hommes dans l'exploration spatiale. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais remontrer le livre. Alors, Thomas Pesquet, La Terre entre nos mains. Donc ça, c'est chez Flammarion et c'est au profit donc des Restos du Cœur. En tout cas, tous les droits d'auteur sont reversés au Resto. Très important au moment où la 38e campagne démarre. On était en direct avec le patron des Restos il y a 2 jours, qui nous disait à quel point, en effet, la situation était difficile. Donc, au-delà des concerts, des émissions de télé, il y a aussi ce livre qui vous permet de faire un très beau cadeau de Noël et en plus une très bonne action. Merci 1000 fois Thomas Pesquet, merci 1000 fois Sophie Adno d'être venus tous les deux nous parler de l'espace, de vos missions futures et de vos réussites. Merci encore, bravo.